Voilà, de retour pour la deuxième partie, toujours avec Maître Paris, toujours pour les élections législatives et tous les sujets relatifs à la justice et à notre beau pays. Et puis il y a un sujet aussi qu'on s'était promis d'aborder, puisque c'est le titre aussi quand même de l'émission législative en Europe, mais la France, elle est en Europe, et précisément le sujet de l'Union européenne qui a été un peu au cœur de la campagne quand même, qui a été un sujet... je veux dire, autant en 2012, on n'a pas entendu parler, autant en 2017, on a eu des candidats proprement anti-européistes, comme François Asselineau, comme il y a eu Jacques Chemidade, mais on pourrait aussi parler de Jean-Luc Mélenchon, ou Marine Le Pen, ou même Nicolas Dupont-Aignan. Toi, c'est quoi ta position sur l'Union européenne, sur l'Europe, faire la France, comment elle doit, quelle politique en fait elle doit adopter vis-à-vis de cette Union européenne? Moi, à un moment donné, j'accepte ma condition. J'ai été conditionné pour être pro-européen. Bon. Donc, comment? Ça se soigne. Ça se soigne. Mais faut-il soigner cela comme une maladie ou bien comme autre chose et puis l'accepter? L'Europe, c'est une question historique, c'est une question politique, c'est une question économique, c'est une question philosophique. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est devenu une question mafieuse. Voilà. Ouais. Oui, parce que, pour être clair, l'Europe, elle sert à qui? Aux intérêts. Elle sert à qui? Elle sert aux trafiquants de main-d'œuvre, aux trafiquants d'armes, aux trafiquants de drogue, aux trafiquants de toutes sortes. Voilà. Oui. Donc, effectivement, cette Europe-là, personne n'en veut. Après, ce n'est pas parce que la corruption s'installe sur une institution ou sur un projet qu'il faut renoncer au projet. Donc, ce qu'il faut soigner, ce n'est pas moi. Ce qu'il faut soigner, c'est l'Europe. Alors, j'entends des gens qui veulent euthanasier l'Europe, mais évidemment, je ne suis pas d'accord avec eux. Et c'est là qu'on a un beau sujet de contradiction. Oui, parce que, alors, c'est très intéressant, parce que toi, tu dis, bon, le projet en soi d'Union européenne, tu valides. C'est-à-dire l'union de... Je ne le valide pas tel qu'il est. Comment il pourrait être autrement? C'est-à-dire l'union des pays d'Europe qui fusionnent entre eux, c'est ça l'Union Jean-Marie européenne. Le Pen, que je ne cautionne pas plus que ça, mais enfin, il avait mis son brevet sur une expression que j'aimerais reprendre, mais avec un sens différent de celui qu'il proposait, l'Europe des nations. Une Europe qui intègre, mais qui maintient un certain capital. Mais ça, national. ça, c'est une contradiction. C'est pas une contradiction, c'est un compromis. En fait, c'est un compromis impossible, parce que à la fois, l'Europe... C'est vous qui le dites. Moi, j'ai l'impression que l'Europe... Quand je dis vous, c'est toi, c'est M. Asselineau, vis-à-vis de qui j'ai de la sympathie. Justement, quand j'y repense, la position qui consiste à dire l'Europe sort de l'Union, la France sort de l'Union européenne, et on redevient des nations, c'est l'Europe des nations. Non, pas celle que je veux, moi. Parce que c'est quoi ton Europe des nations à toi? C'est une Europe des nations, mais qui continue à être dans l'Union européenne, c'est comme Dupont-Aignan, quoi. Non, je ne cherche pas à être assimilé. Pour parler de politique pleinement, parce que tout à l'heure, on a parlé de justice. Pourquoi? Parce que je suis un homme de justice, et parce qu'il y avait de l'actualité à ce sujet. Bon, on n'en a pas terminé, mais on aura l'occasion d'en reparler. Maintenant, on parle politique et on parle Europe, parce que c'est au cœur de la politique. Exactement. En ce qui concerne la politique, je suis en train de mener un acte fondateur. Je suis en train de créer un parti politique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la gauche n'est plus la gauche. Et la gauche disparaît d'ailleurs. Elle est punie à ce titre. Ça dépend ce qu'on appelle la gauche. J'ai mûrement réfléchi. J'ai réfléchi des années pour choisir le nom de mon parti. Et j'appelle mon parti Renaissance Humaniste Nationale. Renaissance Humaniste Nationale. Et je prends tout de suite le mot Renaissance pour parler de l'Europe. Parce que je souhaite une renaissance tout azimut. La renaissance, qu'est-ce que c'est? C'est un point de restauration dans un ordinateur. En tout cas, c'est comme ça que je le conçois ici. Je conçois cette renaissance que je propose comme un point de restauration. Repartir en retirant une partie de l'histoire qui pollue l'Europe. Il faut repartir d'un point de restauration. Il faut revenir en arrière et reconstituer. C'est une sorte de retour vers le futur. Il faut reconstituer le cheminement européen
d'une manière différente. Voilà ce que j'ambitionne sous le verbe, sous le substantif renaissance. Autour de Renaître. Qui autour de... Mais j'ai pas besoin de dire autour de qui. Bah si, parce que c'est avec qui avec tous ceux qui voudront le faire. Tous les Européens. Alors, je pense que dans un premier temps, il faut repartir d'un noyau dur, mais ça peut se faire très vite. Aujourd'hui, tout va très vite. Tout va très très vite. Il faut repartir d'un point de restauration et construire quelque chose qui respectera mieux la sécurité européenne et la sécurité de chaque citoyen européen dans son cercle national. Chose que je trouve qui est une contradiction insurmontable, qui est comment est-ce que tu concilies le fait... Comment ? Je te attends, j'ai même pas fini ma question, je peux pas répondre, attends. Je sais. Fais pas une cabellite aiguë, hein, tu commences... Alors, laisse-moi finir ma question. D'accord. La question est, comment peux-tu arriver à la fois à proposer, si tu veux, comme tu me le dis, un projet d'intégration européenne, puisque l'intégration européenne nécessite, par définition, justement, que tu retires du pouvoir aux nations. Parce que si tu laisses tel quel le pouvoir aux nations de façon intégrale, tu ne pourras jamais arriver à cette intégration européenne. Et c'est ça la contradiction insurmontable que moi je dis sur quand on nous vend une autre Europe, parce que c'est un équilibre impossible. C'est très très simple. Les députés, puisque nous nous présentons pour être des députés au niveau national, ici, les députés ont des suppléants. Oui. Eh bien, pourquoi pas prévoir que le suppléant, ou bien un troisième larron dans la farce, aurait pour rôle d'être le relais entre la démocratie nationale et la démocratie européenne. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut plus dissocier le vote national pour un député national et le vote européen pour un député européen. Déjà, il faut fusionner les deux votes. C'est-à-dire qu'en gros... C'est-à-dire que si tu es député... des Maltais et des Autrichiens et des Danois qui vont décider pour des Italiens et des Espagnols. Si tu es député français à l'Assemblée nationale, tu seras député au Parlement européen. Les deux. C'est encore pire ce que tu me dis. Non, c'est pas encore pire. C'est l'intégration totale. Donc ça veut dire que... mais je suis pour une intégration de cet ordre. Après, tu peux la qualifier d'absolue, totale ou relative. Ça dépend des points de vue. Alors, déjà, les députés, déjà, on sait qu'ils ne passent pas beaucoup de temps à l'Assemblée nationale. Là, ils sont pris entre deux assemblées. Et puis aussi, au niveau des sujets... Mais non. Tu penses que... C'est complètement surprenant. On va prendre un cas pratique. C'est la situation actuelle qui, moi, me choque. On va prendre un cas pratique. Dans ton système, on propose... par exemple, regarde, le député qui va porter une loi. Ça veut dire qu'en fait, les lois qu'il va porter au niveau national, il les portera au niveau européen. Mais évidemment, c'est ça la démocratie. C'est que les lois pour les Français ne conviennent pas aux Italiens, ne conviennent pas aux Belges, aux Hollandais, Quand on aura quelque chose d'homogène en termes de propositions et d'universel, vous voyez, c'est que si un député français propose une loi et que, sous certaines conditions, cette proposition, elle prend de l'importance en termes de projet, elle n'est pas encore votée, eh bien, à ce moment-là, elle doit être proposée pour tous les États qui font partie de ce Parlement européen, auquel participent tous les députés. Et si ça passe, tous les pays. Alors, si ça passe, ça évite des rouages technocratiques. C'est directement la démocratie européenne. Alors, question très importante. La loi européenne est bien donc au-dessus de la loi nationale. Mais non, puisque ça devient la loi nationale. Non. Ça devient la loi nationale. C'est l'inverse. Ce sont Là, j'ai pris ton exemple. Tu m'as dit le député, voilà, pour bien comprendre, le député, il est élu dans son pays, il est à la fois un représentant national et un représentant européen. On est d'accord. C'est la parfaite cohérence. C'est l'inverse qui est pas normal. Ok, je vais au bout Pour l'instant, on a un système dualiste. C'est pour ça que je vais au bout de la logique. Je fais ma proposition de loi, moi je suis député. Je fais ma proposition de loi. Cette proposition de loi est, on va dire, votée à majorité, puisqu'après, il faudra définir comment on fonctionne le vote, mais on va dire que c'est une majorité qualifiée. J'ai la majorité qualifiée sur ma proposition de loi. Donc, c'est là que j'introduis un élément national. Alors, explique-moi. C'est là que j'introduis un élément national, c'est qu'il faudra une hiérarchie des normes européennes, celles qui auront été validées sous certaines conditions par l'ensemble du Parlement, qui est en fait un Parlement composite,
Non, alors c'est une usine à gaz. Non, c'est pas une usine à gaz. Bah, je la fais dans mon pays, après je vais la redéfendre devant un parlement, etc. Le projet, c'est une convergence. C'est une convergence des nations. Mais ça n'existe pas, il fallait l'inventer. Oui, mais est-ce que tu crois franchement que les aspirations, les projets de loi législatifs des Français soient les mêmes que les Italiens, les Belges si la proposition, elle est voulue par certains États et qu'elle n'est pas voulue par d'autres, exactement. Eh bien, sous certaines conditions, ça deviendra une législation nationale. Et à ce titre, eh bien, il y aura une distinction entre certains États, mais petit à petit, on arrivera à une convergence. Ben non. Ce que je veux dire, c'est qu'on a des chances d'avoir... Si je refuse la loi, il n'y aura pas de convergence. Si j'ai le droit, moi, en tant qu'État, de dire « je refuse telle loi », il n'y aura pas de convergence. Je te donne un exemple très concret, le mariage gay. Des pays d'Europe à qui on a voulu l'imposer n'ont pas voulu. Et pourtant, ça a été plus ou moins imposé. Il y a eu des manifestations, etc. Si on prend une loi comme celle-là, qui a été votée par certains pays, d'autres pays n'en veulent pas, tu vas leur imposer la loi par ce système. Mais il n'y a rien imposé puisque c'est voté. Non mais c'est voté contre... Oui mais attends, tu me dis c'est voté... Moi, si tu es en train de me dire que c'est une assemblée de Belges, de Néerlandais, d'Allemands, de Danois, de Finlandais qui vont voter pour des Italiens et des Espagnols... Je ne m'exprime sans doute pas comme il faut. Ce que je veux, c'est rapprocher le Parlement européen des citoyens nationaux. Parce que de toute façon... Nous avons toujours une nationalité. Ce que je veux, c'est ça. Et pour moi, il faut supprimer cet aspect européen. Alors, il faut que ce soit les mêmes. Autre question aussi, dans ton système, il faudra changer le traité actuel européen pour donner pouvoir exécutif, en tout cas de proposition de loi au Parlement, ce qu'il n'a pas actuellement. Tu sais que toutes les initiatives exécutives viennent de la Commission, c'est pas du tout du Parlement, le Parlement doit juste valider. Il n'est pas là pour proposer, il n'a aucun pouvoir de proposition. Mais justement, c'est pour ça, c'est toute l'idée. Mais tu sais pourquoi ils l'ont pas fait d'ailleurs? Parce que tu sais très bien que ce sera un bordel, on va parler quoi? Attends, quand tu t'imagines le Parlement européen pour décider une loi, déjà pour faire... Je sais pas si tu vois... Il suffit de bien l'organiser. 28 États, personne n'est d'accord, personne n'a les mêmes lois, personne n'a les mêmes conditions, personne... Et c'est bien pour ça qu'ils ont inventé une commission qui agit comme en URSS. Tu vois, on trace le cap, c'est comme ça, et tout le monde la ferme, et tout le monde suit, et comme ça, ça marche. Alors c'est un petit peu comme la sorcière de Blanche-Neige. Tu demandes à ton miroir, oh mon beau miroir, faut-il supprimer l'Europe? Ton miroir te répond, la sorcière de Blanche-Neige, dans mon cas, ça peut être interprété bizarrement. T'es un petit peu comme cette sorcière qui se voulait la plus belle, et puis la réponse que te fait le miroir te plaît pas. Bah, il fallait pas me poser la question. Moi, j'ai une position de construction européenne, et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que si ça s'était passé autrement dans ma vie et puis dans l'élection présidentielle ensuite, ces deux facteurs-là auraient été différents, j'aurais très bien pu être derrière certains projets de M. Macron. Mais qu'est-ce que fondamentalement tu trouves essentiel dans cette construction européenne? Moi, c'est ça que j'aimerais comprendre. Qu'est-ce qu'il faut vraiment garder? Puisque là, visiblement, tu me dis, en gros, ça ne fonctionne pas, le système exécutif, législatif, il faut quand même le modifier. J'ai pris la précaution, parce que je suis quand même conscient de mon état. Sans jeu de mots. Arrête, j'ai pris la perche. Mais justement, je suis conscient de ma condition, de mon état. C'est que je suis conditionné pour être européen. J'en suis conscient. Mais ça se guérit, ça. Mais non. Mais si. Mais pourquoi j'irais contre ceux qui m'ont construit? Écoute. Moi, je ne vais contre ceux qui m'ont construit que quand ils ne respectent pas leurs engagements. Mon docteur, vous prenez 2-3 conférences d'Asselineau. Je vais vous donner, vous allez voir, au bout de 9 heures, le lendemain, j'en ai pris des dizaines. Vous ne pourrez plus voir Juncker en pâture, c'est garanti. J'en ai pris des dizaines. J'ai une capacité d'indignation lorsque le système... C'est pour ça, quand je dis que je suis moderne et classique en même temps, attention, je peux très bien être très réactionnaire ou très révolutionnaire. Et pour autant, je suis pas fou. C'est que j'ai été conditionné, j'ai un ADN, je suis citoyen français, je suis issu d'une histoire, je suis le produit de l'école de la République. Bon, je vais pas cracher là-dessus. Mais après, quand on me dit, quand des gens viennent défendre des valeurs et qu'ils me disent tout cela au nom de la République, là, étant donné que je suis conditionné, eh bien, je m'insurge. Parce qu'il y a certaines choses, moi je dis que tirer sur un paysan dans un chemin, ça c'est pas la République. Ça, c'est autre chose.
Et donc, c'est là que je dis, attention, moi, je suis un vrai républicain. Se faire caillasser dans les cités, c'est pas la République. Non, mais non, on est d'accord. Donc, tout ça, c'est un résultat. L'Europe y est peut-être pour quelque chose. Je ne dis pas le contraire, puisque tout à l'heure, j'ai dit que cette Europe des mafias, je n'en veux pas. Oui, mais comment tu vas faire dans la mesure où... Mais je dis que, d'ailleurs, le score de M. Asselineau, à supposer qu'il soit sincère en termes institutionnels, le score de M. Asselineau n'a pas été un succès. Et pourquoi Parce que ce monsieur, malgré son énorme intelligence et son énorme travail, eh bien, il pose des vrais problèmes, mais il n'y propose pas des solutions construites avec l'ensemble des avis qu'il devrait interroger. Et en plus, il essaye de faire une synthèse qui est très difficile. Mais c'est vrai, Et en plus, les solutions qu'il propose, moi je vais résumer de manière très cruelle, ce qu'il propose au peuple français lors de l'élection présidentielle, c'est il ouvre la porte du Transal, c'est l'ancien avion de transport, bon j'aime bien cet humour-là, excusez-moi, il ouvre la porte du Transal et il dit aux Français, bon, on saute. Ah oui, mais on saute dans le vide, puisqu'on sort de l'Europe. On a peut-être un parachute. Non, psychologiquement, moi je suis conditionné, et beaucoup de gens sont conditionnés pour penser que si on sort de l'Europe, on est comme un chien qui a un collier. Alors c'est bizarre. Alors, moi qui ai le vertige, tu vois, je saute les tu yeux sautes. fermés. Moi je dis non, moi je saute pas. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un parachute. Moi je ne saute pas sans parachute, c'est-à-dire que si tu me proposes de dire non à l'Europe telle qu'elle est, je te dis, je veux bien dire non, mais à condition de proposer une autre Europe. Oui, mais ça veut rien dire. Non, mais la différence entre toi et moi, elle est là. Ouais, mais regarde. C'est que moi, je veux bien sortir de l'Europe, mais pour une autre Europe. Ouais, mais quand tu as compris ça, regarde, ça fait... Et pour une Europe construite avec la Russie. Je me fais faire, tu vois, j'ai été plusieurs années à l'UPR, donc je vais me remettre dans ma peau UPR. J'ai du mal des fois à m'en détacher. Non, mais quand tu me dis ça, je vais faire comme tout militant UPR qui se respecte et qui connaît son argument. Depuis 1979, le Parti Socialiste nous dit « changeons l'Europe ». La droite nous dit mais moi, je suis pas changeons l'Europe. Non, mais la droite nous dit changeons l'Europe. Mélenchon nous dit changeons l'Europe. Marine Le Pen nous dit changeons l'Europe. Ils nous disent tous changeons l'Europe. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, est-ce qu'on est d'accord sur quelle Europe changer et comment? Et puis en plus, moi ce que j'ai envie de dire, quand tu me dis changeons l'Europe, mais toi tu as une vision française de l'Europe. Est-ce que tu penses que les Allemands... Ah bah si, c'est évident. Va parler à des Allemands, à des Autrichiens, ça dépend. À des Finnois, c'est pareil, à des Italiens, à des Grecs. Non, mais attention. Parce que ce que j'ai oublié de te dire, c'est que du point de vue institutionnel, mon idée, c'est effectivement, dans chaque système politique qui est un petit peu différent, l'organe législatif qui en France se constitue de l'Assemblée nationale et du Sénat, parce que il y a aussi cet aspect-là. En France, on a une double chambre. Mais enfin, on va appeler ça le Parlement, c'est-à-dire en gros la fabrique des lois. Ça devrait être ça. Ça devrait être ça. Bon, eh bien cette fabrique des lois, en principe, sous quelques petites nuances, elle existe dans chaque État-nation de l'Europe. Aujourd'hui, ce que je propose, enfin, ce que j'imagine, le projet sur lequel je veux travailler par rapport à la problématique européenne, c'est de fusionner effectivement comme source du droit national et du droit européen le député. Et puis le sénateur en France, mais le sénateur n'existerait pas dans tous les États. Donc bon, bref, le parlementaire français, je veux qu'il soit à la fois la source des lois françaises nationales et de compétences nationales et les lois françaises de compétences internationales européennes. C'est-à-dire qu'évidemment, il y aura une répartition. Et c'est là qu'intervient la pondération. Est-ce que tu vois le bordel ? C'est qu'il y a certaines questions qui sont traitées et proposées aux députés au niveau européen. Les États auraient des pouvoirs de proposition. Et après, il y a des nuances plus précises qui seront votées au niveau national. Non, mais pardonne-moi, mais tout se fera de manière démocratique. Sans vouloir être insultant, je ne ferai pas comme les autres, mais là, quand même, quand tu me dis ça, ça veut dire que, par exemple, les députés de Malte, qui représente 200 000 habitants, il va proposer de lois au même titre qu'un pays comme l'Allemagne, qui en a 80, ou que la France, qui en a 70. Si son idée est bonne et qu'elle a été validée ensuite par tous les parlementaires, eh bien, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Non, mais c'est surréaliste. Tu vois bien que ça ne pourra pas fonctionner. Et en plus, tu vas donner un pouvoir de proposition à 28 États.
Je t'explique même pas les ordres du jour. Ah non, alors ça, c'est un autre aspect. J'ai parlé d'un point... les réunions, on va parler 5 minutes, ça durera 4 heures. Je n'ai voulu vexer personne, j'ai parlé d'un point de restauration. C'est-à-dire qu'ensuite, j'ai précisé qu'aujourd'hui, tout va très vite. Point de restauration, ça veut dire qu'éventuellement, on peut recommencer avec un nombre réduit. Ah, tu veux jeter des pays, alors? Je veux pas les jeter. Ah bah clairement. Je veux pas les jeter. C'est ce qu'a proposé certains, c'est ce que Mélenchon c'est qu'on part d'un point de restauration pour reconstituer très vite et qu'arrivé à un certain seuil, on voit dans quelles conditions on peut élargir. Bon, alors on va parler franc, parce que tu sais, à Méta TV, on fait pas de sauce en blanc. Quand tu me dis ça, tu sais, ça me fait penser au débat présidentiel, où à un moment donné, on a entendu un échange très intéressant entre Fillon et Mélenchon. Et Mélenchon a commencé à reprocher à Fillon en lui disant « Vous voulez faire de la France la Roumanie ». Et là, non mais regarde, tu vas comprendre comment ce passage, il est exceptionnel. C'était de l'humour. Non, justement. Tu vas voir comment, pour moi, ce passage, il symbolise, il métaphorise totalement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que, d'un côté, tu as Mélenchon qui dit ça à Fillon, qui lui dit « Mais attendez, vous voulez faire un État à la Roumanie ?» Et quelle est la réponse de Fillon? Absolument surréaliste. Il dit à Mélenchon « Attendez, non, je ne vais pas faire la Roumanie, je vous parle de pays sérieux, l'Autriche, le Danemark. » C'est-à-dire que dans la... c'est pas gentil. Ah ben voilà, tu comprends. C'est-à-dire que le premier, l'extrême gauche, Mélenchon, il commence par dire à Fillon, vous voulez faire de la Roumanie, c'est-à-dire d'un côté péjoratif, c'est-à-dire la France, quoi, vous voulez faire la Roumanie. Et Fillon, la réponse, c'est jamais de la vie, je suis en train de vous parler de pays sérieux. C'est-à-dire qu'ils sont dans ce que tu viens de dire, l'Europe restreinte, entre pays dits... Ah non, mais moi je suis pas pour une Europe restreinte. Un club des riches, c'est un club des riches. Non, pas avec question. l'Allemagne, la Hollande, on s'entend bien entre nous. Aujourd'hui, c'est un club des riches. D'ailleurs, on le voit avec la Grèce. C'est un club des... Ouais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a élargi, mais on a élargi à géométrie variable. Si tu me dis, on refait un noyau resserré, on se fait, alors... Non, j'ai dit un point de restauration resserré. Et après, on repart très vite, mais sur un autre projet. Non, mais si on fait un noyau resserré autour d'un certain nombre de pays... Tu sais clairement que ça va être les plus puissants, les plus riches, la France, l'Allemagne, la Hollande, voilà. Non, et que parce les que pays en ce qui me comme concerne, la Bulgarie, la Croatie, etc., la Lituanie vont pas beaucoup peser dans le processus à ce moment-là. En ce qui me concerne, mais là, bon, je sais pas si je vais ressortir vivant de cette émission. Ah bah tu t'es déjà fait des ennemis à l'UPR, je te laisserai avec les trolls UPR quand la vidéo sera en ligne. En ce qui me concerne, j'imagine pas l'Europe sans la Russie. Ah mais non, mais alors... Ah bah voilà. Ah non, mais c'est le racisme ton truc, alors c'est l'Europe de Brest à Vladivostok, quoi. Mais c'est le racisme. Bien sûr. C'est le projet de Dugin, quoi, c'est le racisme. Ah bah je sais pas, moi j'ai pas besoin de quelqu'un pour m'insuffler un projet, c'est l'idée que j'ai, cette Europe-là, alors en plus, alors là, l'Europe avec la Russie... Ah bah immédiatement. Alors, c'est-à-dire que... On passerait donc de l'Europe otanienne américaine à l'Europe russe... Pour moi, quand tu parles d'un noyau restreint au départ... Justement, pour moi, l'erreur fatale de l'Europe, elle est là. C'est qu'on a construit l'Europe avec le mur de Berlin. Donc aujourd'hui, il faut faire un point de restauration et concevoir l'Europe comme elle aurait dû l'être sans le mur de Berlin. Tout le problème de l'Europe, il est là. Alors, pardon, excuse-moi, mais du point de vue historique, ça se comprend, puisque l'Europe a été faite pour contrer justement l'hégémonie. C'est pour ça qu'il y a un problème. Et l'Europe, depuis que l'URSS s'est effondrée, encore plus, puisqu'on a avalé les pays d'Europe de l'Est et l'OTAN, etc. L'Europe était une mainmise américaine. Ouais. C'est clair. Complètement. Je ne le dis pas contre eux. Ouais. Bon, ça fait partie des aspects de la Seconde Guerre mondiale avec le plan Marshall, etc. Ouais, mais une Europe russe, ça va être la même. Et je dis, mais c'est pas le problème. Ah bah si. Moi, j'ai pas envie de vivre sous le joug russe. Je suis désolé. C'est pas je préfère être clair. Hein, Et tu sais quoi, limite, je préfère te dire... je me contenterais peut-être même plus du système américain que du système russe, parce que j'ai pas envie de vivre avec le système Tu sais, la France a été indépendante. Ça c'est de la diplomatie. Hein. Alors on va y venir. Oui, c'est de la diplomatie, parce que justement, en diplomatie, il y a plusieurs attitudes. Il y a l'attitude de conflit. C'est celle dans laquelle tu es. Tu viens de dire que tu ne veux pas. Donc tu refuses. Si tu refuses, c'est que tu es dans l'opposition. Et ça, au paroxysme, l'opposition, c'est le conflit. Moi, en ce qui me concerne, je raisonne toujours en intégration. C'est-à-dire que quand toi, tu te soumets, toi. Non, je ne me soumets pas. Quand il y a un conflit, je raisonne en termes mathématiques, je recherche quel est mon plus petit commun multiple avec mon adversaire. Et mon adversaire devient mon allié sur la base de ce plus petit commun multiple. Mais il n'est pas question que je transige sur mes différences. C'est-à-dire que je mets en commun ce sur quoi nous sommes
une même entité. Alors, et on ne peut pas contester qu'il existe une unité d'histoire et d'intérêt entre la France et la Russie et d'autres États. Je ne dis pas l'inverse. Voilà. Et c'est là-dessus qu'il faut construire. Il faut raisonner en termes mathématiques. Je suis pour que la France entretienne les meilleures relations possibles avec la Russie dans tous les domaines. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais quand tu me parles d'un projet d'eurasisme qui serait donc... J'ai pas dit Eurasie. Quand tu me dis une Europe intégrée de Brest à Vladivostok, c'est l'eurasisme. Ça s'appelle comme ça. Européen sans la Russie. Tout simplement parce que j'accepte la géographie telle qu'elle est. Oui. Que viennent faire les États-Unis en Europe? Ils sont de l'autre côté du monde. Ça me dérange pas. Voilà. Ça me dérange pas qu'il y ait un rapprochement. Pour moi, le problème européen, il est là, il est central. Maintenant, aller se fondre dans une nouvelle entité avec une espèce de, de joug, maintenant, on serait débarrassé de la puissance otanienne pour aller se réfugier dans une puissance russe. Mais justement pas. On joue à carte égale avec la Russie. Ah, je pense pas. Bien sûr que si. Tu penses qu'on joue à carte égale avec la Russie ? On joue à carte égale. Ah, moi, je pense pas. Bien sûr. On peut apporter beaucoup de choses à la Russie. Bien sûr, bien sûr. Et ils peuvent nous apporter beaucoup de choses. Bien sûr, mais ils sont bien plus gros quand même. Mais beaucoup de femmes te diront que la taille n'est pas forcément l'élément déterminant. Ah ouais, on peut voir ça comme on peut rire un peu. Il y en a que ça arrange ce que tu viens de dire, mais bon. Comme disait Coluche. Ah, j'ai réussi à le faire rire. Non, sur l'Europe. Sur l'Europe. Non, il y en a que ça arrange. Mais vraiment, nous, la France. Moi, mais trêve de plaisanterie. Je dis pas qu'on est trop plaisanterie. Mais quand même. Enfin, moi, il y a tout un savoir-faire européen. Regarde, dans l'intégration européenne. Regarde, dans l'intégration européenne, ce que je voulais comprendre dans ton raisonnement, c'est-à-dire que on voit bien, regarde, l'Europe, elle est coupée en deux. Clairement, il y a même en trois. J'ai envie de dire, il y a une Europe du Nord, plus ou moins riche et stable, on va dire. Enfin, riche et stable, on s'entend, mais pourquoi l'Allemagne, la France... Pourquoi c'est historique. Mais c'est le mur de Berlin, c'est la guerre froide. C'est historique, oui, c'est historique. Il faut revenir en arrière. Ah mais oui, mais... Parce que la troisième on n'a pas la machine à remonter le temps. Mais si, il faut l'inventer. La Troisième Guerre mondiale avec la Russie n'a pas eu lieu, et Dieu merci. Et donc, puisqu'elle n'a pas eu lieu, tout ça, c'était insensé. Et il faut revenir derrière ça. Le mur de Berlin, il faut faire comme si ça n'avait jamais existé. Et il faut proposer un projet pacifique avec la Russie. C'est un peu le sens de ce qui s'est passé avec l'Union européenne, puisque si je vais dans ce sens-là, je vais dire l'Union européenne, elle a intégré les anciens pays d'Europe de l'Est qui étaient sous domination soviétique. Tous les pays, la Bulgarie, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Pologne... Oui, mais ça s'est fait trop vite, ça s'est fait beaucoup trop vite. Ouais. Ça s'est fait beaucoup trop vite, et pour servir les intérêts de qui? Et c'est là que je dis que cette Europe-là, je n'en veux pas. Ah oui, mais parce que si c'est une Europe qui sert à exploiter des différences, non, justement, ça, je n'en veux pas. Ah, mais comment tu vas faire autrement pour qu'on n'exploite pas les différences? Parce que c'est très simple. Par essence, l'Europe, elle est comme ça. On passe de l'européen à l'international. Ah, mais je ne suis pas à court d'idées, attention. C'est que d'habitude, on parle avec l'avocat, mais si on parle avec l'homme politique, ça change complètement. Au niveau international, j'ai une ambition absolument démesurée qui va me faire passer pour fou, mais c'est pas grave, j'en ai l'habitude. Je conçois une utopie financière. C'est-à-dire qu'il faut que sur cette planète, qui est la nôtre, 1 heure de travail soit évaluée de manière universelle. C'est clair et net. Quoi, pour tous les gens de la planète, ça procède d'une logique écologique et d'une logique de développement durable. C'est-à-dire que désormais, il ne faut plus que les monnaies soient dépendantes des abstractions de la finance. Il faut simplement que la monnaie soit le reflet du travail et de la capacité de travail de chaque État en termes de main-d'œuvre, et que ce soit sur la base d'une unité universelle. Non, mais alors, ça veut voilà, dire, donc ça veut dire qu'il n'y aura plus aucun intérêt à faire venir des Polonais. Nouvel ordre mondial, gouvernement mondial, monnaie mondiale. Ah bah comment tu arrives à ça sans ces trois ressorts-là? Mais j'ai pas besoin d'eux. Ah bah comment tu fais pour faire je repars sans eux. Sans monnaie mondiale, sans gouvernement mondial. Je repars sans eux. Mais comment ça, tu repars sans eux? Mais je repars sans eux. Leur système de finance, j'en veux pas. Mais comment tu vas faire pour payer tout le monde pareil si tu n'as pas la même monnaie? C'est une convention internationale, c'est tout. Par zone d'échange, qui ne font des échanges que si la monnaie... Mais ça, c'est pas possible dans ton système. Et comment c'est pas possible? Ah non, économiquement, ça n'est pas viable, ce que tu me dis. Parce que ça voudrait dire que... Alors que déjà, qui va décider du taux? C'est bien le gouvernement mondial à ce moment-là. Mais il n'y a pas à décider, c'est la même unité partout. Pourquoi une vie humaine vaudrait plus cher ici et moins cher ailleurs? Qui décide? Mais il n'y a pas à décider. Mais si, il faut bien décider. C'est pas que je vais t'apprendre ça, le droit, et qui va décider de la loi. Je vais te le dire. Qui? Quelle est la source absolue du droit?
Comment ça? La source absolue du droit, la tradition. La source absolue du droit. Ouais. C'est le droit naturel. Le droit naturel. Et le droit naturel, eh bien, effectivement, le premier droit naturel, c'est que chaque homme sur cette terre doit avoir les mêmes prérogatives. Et une heure de travail ici doit avoir la même valeur là-bas. C'est tout. Mais ça, c'est un raisonnement. C'est un raisonnement. Pardon. C'est un raisonnement. Ça va te fâcher ce que je vais te dire. Alors, allons-y. C'est un raisonnement néocolonial. Et pourquoi? Parce que ça voudrait dire qu'il y a une espèce d'universalité née de la tête des Européens, finalement, qui voudrait que tout le monde soit à la même échelle. Mais ça, c'est le troc. Non, une heure de mon travail vaut une heure du tien. Tu m'expliques que l'une heure d'un travail d'un papou dans son champ, c'est une heure de l'ingénieur de Mercedes. D'un être humain, quelle que soit sa couleur. Mais ça, c'est de l'égalitarisme, ça. Comment c'est non, c'est le respect de l'être humain. Non, c'est de l'égalitarisme. Enfin, c'est un peu la notion, tu vois, justement, pour moi, de la pensée occidentale, qui se pense universaliste et qui pense que sa pensée est tellement universelle que tout le monde ne peut que l'adopter parce qu'il n'y a pas d'autre... Tu sais, c'est pire que du droit divin, quoi, tu vois. C'est une pensée qui dit... Voilà, on va par exemple payer tout le monde pareil. J'ai pas dit payer tout le monde pareil. Non, mais est-ce que tu nies l'inégalité qui existe dans le fondement humain? Il y a le facteur de la valeur du travail d'un État, ouais. Et il y a sa capacité de travail en fonction de son niveau de développement. C'est ce que je suis en train de dire. Donc l'ingénieur de chez Mercedes, c'est la même chose que l'agriculteur papou. Mais dans ton échelle de valeur... C'est un homme et à qualification égale. Donc c'est un homme, tu reviens, c'est universalisme... Quand tu me parles d'une personne qui est défavorisée dans un État, je te parlerai d'une personne qui est défavorisée en France. Il n'y a pas de raison que le défavorisé ici soit mieux payé que le défavorisé là-bas. C'est tout. Mais moi, je vois pas de raison. Alors, écoute... ça, c'est un peu... Alors, tout à l'heure, tu m'accusais de démagogie, mais ça, c'est un peu démago, quand même. Non, ça s'appelle une utopie, c'est-à-dire que c'est un ailleurs vers lequel je souhaite aller avec mon parti politique, et mon parti politique n'est pas un parti à échelle générationnelle, c'est un parti que j'inscris dans la durée. Aujourd'hui, ce parti n'existe quasiment pas, mais je te garantis que j'y consacrerai maintenant toute mon énergie. Renaissance humaniste nationale me survivra, et ce sera la base des idées que je lance ici. Oui, mais bien sûr. Mais ce que tu es en train de me dire, c'est que tes idées, qui sont parfaitement, presque, je dirais, admissibles, compréhensibles pour la France, tu m'expliques qu'elles sont universelles pour toute l'humanité. Non, j'ai pas dit ça. J'ai parlé d'une valeur universelle de l'heure de travail. J'ai pas parlé d'autre chose. Oui, mais ça implique un gouvernement mondial. Ça implique des accords internationaux de bon sens. Donc, attention de tous les pays. D'ailleurs, tout le monde doit signer. Mais je crois que tous les êtres humains sont respectables. Tu crois que moi, je suis un Suédois, j'ai 30 000 $ de PIB dans mon pays, je vais devoir m'appauvrir pour pouvoir satisfaire l'heure de travail du reste de la planète? Mais à un moment donné, toutes les religions parlent d'un jugement dernier. Ah ouais, non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... non, mais... il n'y a pas de philosophie sans la foi. On est obligé à un moment donné de s'en remettre à la foi. Ah bon? Oui. Moi, si elle n'est pas religieuse. Si je me fie à Nietzsche, Dieu est mort, si je reprends la philosophie nietzschéenne. Oui, mais ça, c'est une référence parmi tant d'autres. Ah oui, c'est pour dire qu'en matière philosophique, il y a des raisonnements qui peuvent ne pas inclure justement la foi. Pour lui, justement, c'est un handicap. Mais bon, c'est un grand débat philosophique sur Nietzsche. Mais ce que je veux dire, c'est que là, dans ce que tu es en train de me dire, c'est que, sincèrement, tu vois bien que pour imposer une règle mondiale, ça nécessite... Non, mais je te parlais du jugement dernier. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on n'aura plus le choix. Ouais, mais on sera en face de notre survie. Le jugement dernier, c'est un paradigme religieux. Je ne suis pas obligé de l'accepter ou pas. Là, on est dans la spéculation, là. Le jugement dernier. On est sur des lignes qui laissent penser qu'effectivement, il y a des problèmes dans le système actuel, des problèmes de pollution. Sans parler de climat, moi, je parle de pollution. C'est tout. Ah oui, mais ça, je veux bien comprendre. Là. Ça, les problèmes de pollution, on est bien d'accord. Bon, alors. Mais je crois que... Oui, on est sur du verre. On est sur la bonne couleur. Oui, mais enfin là, c'est plus pour la technique. Mais ce que je veux dire, c'est quand tu me dis, en fait, l'idée qu'on puisse influer, si tu veux,
de façon juridique sur toute l'humanité dans son ensemble, pour moi, ça implique l'idée qu'on va fusionner tous les pays, donc il y a bien un gouvernement mondial, et même dans ta conception... C'est une convention internationale. Oui, mais dans ta conception même, quand tu me dis, oui, je veux que tout le monde soit payé pareil pour le même travail... Non, j'ai pas dit ça, mais c'est incroyable. Alors cette simplification du discours, je parle d'une convention. Nom de Dieu, on a bien fait les Nations Unies. Mais les conventions internationales, elles existent déjà, l'OIT, ça existe. Pourquoi ne pas utiliser cette voie-là, peut-être? C'est à explorer. Oui, mais tu comprends bien. Écoute, tu comprends bien. Alors, c'est ça qui est drôle. Alors là, tu vas comprendre la contradiction extrême. Tout à l'heure, tu m'as dit, moi, justement, j'adore ce projet d'Union européenne. Alors que précisément... J'ai pas dit que j'adorais ça. Là, ce que tu es en train de me dire, c'est un genre de dumping social, tu vois. C'est-à-dire qu'évidemment, on va chercher des Chinois à bas coût, parce que le chinois est moins cher même que le malais, comme le polonais est moins cher que l'allemand, etc. Moi, je veux bien, si tu veux. Mais ça, c'est l'Union européenne. Non. C'est le sans-frontiérisme. Bon. Mais si, c'est ça. C'est le dogme de l'Union européenne qui a imposé ce système-là. Avant, on n'était pas dans ça. Ce qui me pose un problème, moi, dans les relations européennes et internationales, ce qui me pose un problème, c'est très simple. C'est que moi, je veux bien qu'on aille chercher très loin, au détriment de ce que certains qualifient d'écologique, je veux bien qu'on aille chercher très loin ce qu'on ne peut pas avoir ici. C'est-à-dire, soit ce qu'on n'a réellement pas. Tu parles des produits, par exemple. Je parle des matières premières. Et ensuite, je parle du qualitatif. C'est-à-dire que je veux bien qu'on aille très loin parce que la qualité... dont les Japonais, par exemple, vont être capables sur certains produits, nous ne savons pas la produire. Voilà, je veux bien qu'on aille jusqu'à eux pour la qualité. Mais ce que je ne veux plus voir, dans un premier temps, c'est l'exploitation de la servitude humaine et de la maltraitance humaine. Je ne veux plus de ça. Et pour moi, la seule solution, c'est d'imposer au niveau international une unité de valeur universelle du temps de travail. Alors, dans ce cas, excuse-moi, mais tout le processus de l'Union européenne, il a démontré que justement, ils étaient absolument contre ce que tu viens de dire. Parce que précisément... C'est pour ça que je ne peux pas être d'accord avec eux pour l'instant. Ils ont parlé de concurrence libre et non faussée. Eux, ce sont des entraves, ce que tu dis là. C'est justement de mettre, par exemple, des normes sociales. Ils sont toujours opposés à ça. Ils ne veulent même pas mettre de normes sociales en Tchéquie ou en Slovaquie. Donc, ils ne vont pas en mettre, les imposer aux Birmans et aux Malais, tu vois. Encore une fois, tout à l'heure, je parlais de République. Il y a des gens qui se sont parés du drap de la République, mais ils l'ont sali. C'est tout ce que j'ai à en penser. Moi, je suis un vrai républicain. Je sais ce que ça veut dire, la République. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui se disent européens, mais ils ne sont pas européens. Mais oui, mais ces normes sociales dont tu parles, on n'en veut même pas en Europe, on n'en veut pas. Quand on utilise l'Europe pour servir l'intérêt de telle ou telle oligarchie, on n'est pas européen. Bah si, on n'est pas européen. Eh ben oui, mais non. Non, justement, on se sert du drap européen, mais on n'est pas européen. Alors c'est quoi l'Européen? L'Européen, c'est celui qui va essayer de construire un intérêt commun européen et servir cet intérêt-là. Mais moi, ça, par exemple, c'est un postulat de base que je peux réfuter, parce que l'intérêt commun européen dont tu parles, ce sont des nations qui ont justement des intérêts divergents, mais qui sont obligées soit de restreindre leur propre intérêt pour pouvoir accueillir l'intérêt commun. C'est-à-dire, par exemple, le cas de l'Allemagne, on lui demande d'ailleurs sans cesse de faire des sacrifices pour sacrifier, d'ailleurs, voilà, on lui demande de payer en gros pour les autres Européens. Le cas de la France, à qui on demande de se sacrifier aussi pour l'Union européenne. Je vais donner un exemple. Le cas, et regarde, les Anglais, ils sont sortis parce qu'ils en avaient marre de se sacrifier. Je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple qui est très dangereux. Qui est très dangereux à manier. Je vais prendre le cas du terrorisme et des attentats. Est-ce que ce n'est pas un intérêt européen, universellement européen, que de vouloir éviter des attentats sur le territoire européen et russe? J'ai pas compris, c'est-à-dire... Ce que je veux dire, c'est Russie incluse. Oui. Personne sur l'ensemble de ce vaste espace n'a envie d'avoir des attentats. Donc l'intérêt commun ici, il existe. C'est d'éviter d'avoir des attentats. Après, la question se pose de savoir quelle est la solution. Pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est la guerre. Je ne pense pas que ce soit la solution. Je pense qu'il aurait fallu apporter une réponse diplomatique construite au niveau européen
et amorcer un projet avec les gens qu'on a en face de nous pour les inclure. C'est de l'incantation. Mais c'est pas de l'incantation, c'est de la diplomatie. Tu sais qu'on a créé un ministère, un poste de ministre des Affaires étrangères européennes depuis la Constitution justement européenne. Et donc on a voulu créer une diplomatie européenne. On demande à la France d'abandonner son siège au Conseil de sécurité pour le donner à l'Union européenne. On demande à la France d'abandonner son réseau d'ambassades pour l'Union européenne. Donc en fait, on nous force à cette politique-là, mais cette politique-là, à quoi elle mène? Elle mène justement à ce qu'on monopolise la politique européenne au profit d'un seul et unique but, puisque, par exemple, regarde, lorsqu'il y a eu la guerre en Irak, lorsqu'il y a eu la guerre en Syrie, lorsqu'il y a eu la guerre en Libye, eh bien, tous les Européens, d'un seul homme, ils marchent derrière dans les pas de l'OTAN. Et justement, parce qu'ils sont dans l'Union européenne, la seule fois où on a assisté, un pays qui n'a pas été d'accord, c'était la France en 2003, avec Jacques Chirac. On a vu ce que ça a donné. D'ailleurs, c'est tout à son honneur, il s'est opposé à l'intervention française en Irak. Mais il a eu des gros problèmes à cause de ça avec les États-Unis. Mais ce que je veux dire, c'est que toute la politique, justement, elle consiste à marcher comme un seul homme derrière, dans cette marche de l'Union européenne. Et que si tu le fais pas, et en plus, je peux le comprendre, parce que si tu le fais pas, mais l'Union européenne n'existe pas. Puisque s'il n'y a pas même un moyen de coercition totale entre ces pays-là pour les forcer à aller tous dans le même sens, je pense que de toute façon, ça ne se ferait pas. Parce qu'il y a trop d'intérêts divergents. Personne n'a le même intérêt. Les Allemands n'ont pas le même intérêt que les Français. Et tu sais très bien qu'à l'international, ils sont tous en concurrence. Les Européens ne vont pas dans le même sens. Est-ce que même on peut... Moi, il y a quelque chose de base. Est-ce qu'il existe un peuple européen? Parce que si on veut faire une démocratie européenne, c'est démos kratos, le pouvoir du peuple. Ça nécessite bien qu'il y ait un peuple. Parce qu'on veut créer un pouvoir du peuple, mais il faut bien qu'il y ait un peuple. Est-ce qu'il y a un peuple européen? On peut très bien concevoir une polydémocratie. Une polydémocratie. Alors là, explique-moi, c'est un nouveau concept, ça. Après l'aristodémocratie d'Avozy, la polydémocratie. Plusieurs. Démos, peuple, et kratos, le pouvoir. Ah, là, une polydémocratie. Plusieurs peuples à la source du pouvoir. Mais tu crois pas que ces peuples, ils sont un peu trop différents et trop nombreux? Mais non, 28 peuples qui parlent pas la même langue, qui n'ont pas les mêmes religions, pas les mêmes intérêts. À partir du moment où chaque État aura une valeur de travail imposée, convenue ensemble, il n'y a plus de difficulté. Mais c'est pas possible, tu le sais très bien. Mais c'est possible, bien sûr que si, c'est possible. Même un SMIC européen, demain, si j'efface la dette de la France, qui va venir réclamer quoi que ce soit? Tu sais, c'est combien? Par exemple, regarde, le salaire moyen en Bulgarie, il est 200 €. Est-ce que demain, s'il y a un chef d'État en France qui dit les 2200 milliards de dettes, là, ben, vous les oubliez, et si vous n'êtes pas content, vous venez les chercher, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Tu ne pourras pas le faire si tu es dans l'Union européenne. Ah, par contre, si tu es hors de l'Union européenne, oui, je pense que tu pourras le faire. Si tu es dans l'Union européenne, tu ne pourras jamais le faire. Absolument jamais. Jamais. Tu ne pourras rien faire. À un moment donné, ce qu'il faut, c'est repartir. Non, mais ce que tu as dit là, tu ne pourras pas le faire dans l'Union européenne. Mais non, mais ce n'est pas dans l'Union européenne. Je parle de revenir sur la construction européenne de C à Z, pratiquement. Voilà, de C à Z. Oui, mais attends, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est pas la France toute seule qui va... tu dis, par exemple, moi, imagine même demain, tu es président de la France. Tu es le président de la France. Est-ce que tu penses... pas, ça, mais... on va prendre le... Voilà, on fait la politique fiction, c'est toi le président. Est-ce que tu penses que même en tant que président de la France, tu auras les ressorts politiques pour imposer ta vision aux 28 autres États? C'est-à-dire que c'est toi qui vas imposer ta vision à l'Autriche, à la Slovéquie, à la Pologne, tout seul. À la Lituanie, à la Hongrie. Et tout le monde va suivre. Ça va s'imposer tout seul comme une nécessité. Mais pourquoi? Mais parce que sinon, nous disparaîtrons. L'Europe, tu veux dire? Le monde. Ouais. Si on n'est pas capable... S'il n'y a pas d'Union européenne, le monde disparaît. Si on n'est pas capable de construire ensemble, à un moment donné, ça se terminera très mal. Oui, non, mais pas si l'Union européenne s'effondre. Ce que je veux dire, c'est que même avec des terroristes, on doit être capable de composer. Oui. Ouais. Ah bon, tu penses? Oui. Bon, moi, je pense. Sinon, il n'y a pas de diplomatie possible. Moi, je pense pas qu'il y ait de diplomatie à avoir avec des terroristes. Hein. Et si tu te plaignais par nécessité, faut pas que je sois ministre de l'Intérieur, je vous préviens. Par nécessité, vous avez en face de vous des gens qui agissent de manière très violente. Oui. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a des revendications politiques, forcément, puisque ça s'appelle du terrorisme. Oui. Bon. Oui. Mais moi, donc, comment en tant que responsable, je ne compte céder à aucune de ces revendications. Aucune. Si. Comment on en arrive là? Par un manque de dialogue. Non, mais c'est la soumission, ce que tu nous proposes. C'est pas la soumission, c'est un dialogue. Non, un dialogue. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a forcément un plus petit commun multiple entre ces gens-là et nous. Il y a forcément... Ces gens-là mangent, ces gens-là boivent comme nous. Je sais pas,
Ah bah oui, il mange, il boit, puis après il prend son camion et il va écraser 80 personnes. Non, justement. Je suis pas... Mais c'est ce que j'essaie de t'expliquer ici. Il faut repartir des vérités les plus simples et finalement les plus fondamentales. Un homme, il mange, il boit, il dort, il est dans un environnement hostile, donc il est obligé de travailler, et il se reproduit. Voilà. Et puis le terroriste, accessoirement, il va tuer des gens. Ça nous fait déjà 5 points communs avec ce qui est désigné aujourd'hui comme des terroristes. Ça nous fait 5 points communs avec eux. Eh bien, c'est de ça qu'il faut partir. Ah non, mais là, c'est de ça qu'il faut partir. Tu nous fais une crise d'hypergauchisme. C'est-à-dire que... Non. Mais si, c'est en train de m'expliquer, le point commun qu'on a avec ces gens-là, ils mangent, ils dorment, ils boivent. Mais ça, c'est tous les humains sur Terre. Eh ben oui. Parce qu'on est à peu près biologiquement tous les mêmes. Si on se souvenait plus souvent de ça, il n'y aurait pas de famine. Je te mets en Irian Jaya, je crois que les aborigènes d'Australie, je ne sais pas si au bout d'un moment, tu vas réussir à t'intégrer avec eux. Parce que quand ils vont manger des migales et des sauterelles, ils vont t'habiller en calembé, ça va être compliqué. J'ai pas prétendu m'intégrer où que ce soit. Non, mais c'est pour dire que tu n'as rien à voir, parce que tu me dis on est tous les mêmes. Mais on n'est pas tous les mêmes, il y a des différences. Il faut les... J'ai parlé de plus petits communs multiples. Je veux raisonner en termes mathématiques pour refonder les projets, que les projets soient européens ou internationaux. Alors, je te prends alors les papous d'Irian Jaya. C'est-à-dire on a le plus commun multiple, ils mangent. Mais tu vas manger des sauterelles avec eux et les scorpions. Il y a deux aspects, il y a un paradoxe dans mes idées. Sur les plus petits communs multiples, il faut raisonner en termes universels. Mais après, il y a les nombres premiers, c'est-à-dire ceux qui sont indivisibles. C'est-à-dire qu'il y a une culture humaine. Et cette culture humaine, elle est tout aussi respectable si elle est la culture musulmane, la culture juive, la culture occidentale, la culture... Voilà. Justement, c'est très intéressant, parce que justement, la culture humaine, justement, c'est bien pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait de gouvernement mondial et d'uniformisation, parce que sinon, tes cultures... Mais je n'ai pas parlé de gouvernement mondial. Mais tu es obligé, parce que tu veux des règles mondiales. Je veux des conventions mondiales. Mais elles existent déjà. Elles existent déjà. Voilà. Elles existent déjà, ces conventions. Mais justement, pourquoi elles ne sont pas appliquées? Le prix du travail n'est pas le même partout, et c'est bien là le malheur. Mais ça, c'est impossible. Non, tu le sais très bien. Ils n'y arrivent même pas en Europe à 28. Comment tu vas faire à 195 pays si on n'y arrive pas à 28? C'est impossible parce qu'on ne l'a pas voulu. Si on le veut, demain on le fait. Non, mais parce que c'est pas possible. Tu paries, tu réunis tous les chefs d'État du monde entier et tu dis maintenant, c'est comme ça. Ou à le moins que tu demandes... Alors, dans ce cas, tu demandes aux pays les plus riches de devenir pauvres. C'est ça. Parce qu'en gros, si tu veux que tout le monde ait la même chose, il va falloir que les Allemands aient moins et que les Érythréens aient plus. Enfin, bon, c'est logique ce que Aujourd'hui, je suis invité par rapport aux élections législatives. Non, mais c'est très intéressant. On fait connaissance non plus avec l'avocat qui fait attention à ce qu'il dit, mais on fait connaissance avec l'animal politique qui est beaucoup plus libéré que certains pouvaient le penser, parce qu'effectivement, je suis un utopiste, je suis un homme de gauche, mais j'ai des idées qui parfois rejoignent la logique et la justice de droite, parce que les gauchistes parfois sont injustes. Ah oui? Bah oui. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Donc, et oui. Alors après, effectivement, on fait connaissance avec cet aspect, puisque je me présente comme candidat, c'est important un petit peu de dire quelles idées complètement utopistes j'ai dans la tête. Mais c'est très intéressant, parce que justement, justement, par rapport à cette ligne, on a déjà parlé, il faut être concret. On n'était pas d'accord sur ce sujet-là. On va peut-être revenir sur des sujets qui t'intéressent plus. Mais ne crois pas, les gens, ça les intéresse beaucoup. Depuis tout à l'heure, justement, je lis les choses, débats intéressants, etc. Ça les intéresse énormément, parce que c'est une autre vision de l'Union européenne. Non, mais ça, de toute façon, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps que j'ai prévu de faire de la politique. Alors, des gens, on va me qualifier de parano, mais ça c'est clair, j'ai des enregistrements, on ne peut pas les écouter aujourd'hui, on les écoutera un autre jour. Je ne suis pas parano, on m'a bousillé ma vie. C'est pas grave, ça ne va pas m'empêcher d'avancer. On a essayé de m'empêcher d'être avocat, on n'a pas essayé de... On m'a emmerdé. Alors ça, c'est un avantage, c'est que un de mes arguments... Ah oui, comme ça a dû pas... Voilà, un de mes arguments, c'est que je suis avocat... Et maçon. Là, tu joues sur les mots. Pour construire avec vous. Là, tu joues sur les mots. Ça veut dire quoi? Oui, ça c'est moi. Je suis en photo. Je suis en train de travailler à 4 pattes. En train de tirer du béton. Est-ce qu'il y a un seul candidat dans ce pays qui a une photo de lui comme ça sur sa campagne? Et qui de l'autre côté affiche Bac+7 ou Bac+8 en droit? Je pense que je suis le seul. Ah non. C'est vrai? Moi aussi, j'ai travaillé dans ma vie, attends. Non, mais ce que je veux dire, c'est cet aspect d'avoir fait des études relativement poussées, c'est-à-dire d'être un col blanc, mais en même temps d'être un col noir.
Ouais, si, je pense que je suis le seul. Col blanc et col noir. Donc effectivement, contact, c'est ce que je dis. Contact avec les entrepreneurs vampirisés, contact avec les fonctionnaires surchargés, contact avec les paysans désespérés, contact avec les salariés précarisés, contact avec les retraités miséreux, contact avec les gens sans travail, contact avec vous. Voilà. Donc moi je comprends, hein, mais... Et je dis bien, votez pour un homme capable de comprendre les patrons autant que les travailleurs, et les travailleurs autant que les patrons, parce que c'est cet équilibre-là qu'il faudra trouver. D'accord. Et après, contrairement à toutes les saloperies qu'on a voulu raconter sur moi, je suis un républicain, mais un vrai. Un vrai. Pas comme Valls. Ben, j'en sais rien. Oh, Monsieur Valls, j'irais bien le défendre parce que je crois que là... Ah, t'aimes bien Valls aussi, maintenant. Non, mais je suis avocat, donc je suis un petit peu comme un Saint-Bernard. Quand je vois quelqu'un en détresse, j'ai vu Monsieur Fillon. Ah bah ouais, je vois Fillon. Maintenant, je vois Monsieur Valls, je me dis que son sort tu vas récupérer, c'est clair que les chats perdus, là. Non, mais moi j'ai du cœur, et c'est d'ailleurs le symbole que j'ai choisi pour mon parti. Ah oui, j'ai vu ton logo, alors bon... C'est celui-là, là. Avec le cœur. C'est une croix dynamique à 3 branches. C'est quoi? C'est une croix gammée non, s'il vous plaît. Ah non, mais ça, je m'y attendais. Non, pas du tout. Vous savez que j'accorde beaucoup d'importance au triangle. Pourquoi? Non, mais moi, ça me fait penser... Non, mais s'il vous plaît, pas de ce genre de remarques, parce que là, c'est vraiment de la calomnie. Pour moi. Non, mais il y aura un spot pour expliquer ce symbole. Il est très important. C'est un triangle, mais un triangle qui se développe et qui prend son élan. Mais en fait, c'est le symbole de la galaxie. C'est un symbole d'une dynamique de triangle, parce que pour moi, le triangle est très important. 3 points dans un espace sont toujours alignés sur un même plan. Donc, le triangle, c'est un symbole de construction et de force. Et le petit cœur, c'est le symbole justement de l'humanité. Renaissance, parce qu'on repart en arrière pour mieux repartir. La croix, elle peut aller dans les deux sens. C'est ce que j'ai voulu symboliser ici. Bon, et avec du cœur. Et ARHN en haut, Renaissance humaniste nationale. Ça a été très, très, très réfléchi tout ça. Ah ouais, d'accord. Alors, est-ce que tu as pensé à la vibration alchimique de tes lettres? Parce que c'est 3 lettres, c'est marrant. Et tu sais qu'il y a une vibration des lettres. Donc le R, c'est la spiritualité. Le H, donc ça tranche. Et le N, donc c'est la finalité de ta quête. Celui qui nie ou celui qui est nié. Voilà. Bon, ben, j'ai un inconscient qui travaille bien. Ah ben voilà. Alors, voilà, donc républicain. J'ai éprouvé le besoin de mettre 3 traits sur l'œil. C'est l'œil d'Horus barré, c'est quoi ça? Ça m'a choqué. Attends, t'es quand même dans les symboliques. T'aimes bien un peu jouer de ça. Alors, c'est quoi ça? Un œil d'Horus parce que monsieur Macron, je trouve quand même, il s'est moqué un petit peu du monde. Hein. Je crois quoi, devant la pyramide, là, avec les... Je crois que c'est Greg, dans la dissidence, qui a fait de l'humour là-dessus, en disant que là, il était allé un petit peu fort, parce qu'il a mis en panique tous les complotistes. Bon, voilà, donc je sais pas, quelle est cette posture, mais en plus, t'as fait exprès, moi, j'en joue aussi. Pyramide avec l'œil, quoi. Et en bas, j'ai mis contre-marche toute. Tu joues un peu de ça, hein. Stop au cartel du Louvre. Stop au cartel du Louvre. Voilà. D'accord. Bah oui. Non, mais t'as raison, parce que je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec cette façon de faire, c'est tout. Le résultat aurait peut-être été le même, mais voilà, en la forme, ça me déplaît. Et je le dis. Et là. Et après, ben voilà, puisqu'on parle d'argent, et ben je dis que moi, malgré mes qualifications et malgré ma volonté de briguer un mandat, et ben j'exprime aussi du dévouement, parce que je suis tout à fait prêt à faire le travail. Petite question. Pour le parce SMIC. Que ça, c'est une proposition intéressante. Toi, tu dis, tu seras un député à 1300 au lieu de 5008. Oui. Tu vas faire quoi du reste de l'indemnité? J'organise, c'est ce que j'explique dans mes petites propagandes. Je souhaite, avec les 4500 € qui resteraient, bon, moins évidemment ce qu'on me prendra, diviser par 3 et l'attribuer dans le cadre d'un concours annuel comme une aide à des entreprises prometteuses. Il y aurait un concours chaque année. Des entreprises? Oui, des entreprises, des jeunes qui veulent lancer une idée nouvelle et qui ont besoin d'un peu d'argent. Eh ben, j'en choisirais 3 au terme d'un concours qui serait national, c'est-à-dire que n'importe qui en France pourrait poser sa candidature. Il y aurait un jury à la fois composé d'experts comptables, de professionnels des métiers, d'experts techniques, et puis un jury populaire à moitié égal. On ferait un petit vote par Internet en tâchant qu'il n'y ait pas de tricherie. Et mon argent serait divisé par 3 pour des petits entrepreneurs qui vont créer de l'emploi. D'accord. Et ça serait un laboratoire pour un ministère que je voudrais créer ensuite, un ministère des idées, parce que je trouve que dans ce pays, même dans ce que certains
dénigre comme des quartiers difficiles, il y a des gens de grand talent qui sont en train de mourir alors qu'ils ont du talent. Et ces gens-là, au même titre que les autres qui sont dans des quartiers aisés, peu importe, chacun peut participer. S'il a un projet qui est porteur d'idées neuves et qui apporte du travail ou du progrès, eh bien, il faut les aider. Et il faut créer un ministère des idées qui prendra en charge immédiatement les histoires de brevets et de financement de ce genre de projet. Le contraire de Macron, parce que lui, il veut donner une prime aux gens des quartiers défavorisés, comme il dit. Donc, non, moi, je veux les inciter justement à nous proposer leurs idées parce qu'ils en ont plein. Ces gens-là sont dans la difficulté quotidienne et il n'y a pas meilleure école que celle-là. Ça s'appelle l'école de la vie. Et moi, pour avoir été confronté à l'école de la vie, je peux te garantir que c'est avec cette école-là que tu imagines les solutions nouvelles. Et certainement pas sur les bancs des universités. Oui, mais malheureusement, enfin, je fais une petite critique pour les gens de quartier. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me regardent. Non, mais il n'y a pas que les gens de quartier. Non, mais là, tu en as parlé. Moi, je me demande pourquoi vous ne vous investissez pas plus en politique. Voilà, je le dis. Alors, il y en a qui me connaissent, qui me regardent. Je trouve ça vraiment... D'ailleurs, je les salue, parce qu'il y en a beaucoup qui me reconnaissent. Mais je me demande pourquoi vous n'êtes pas plus nombreux à vous investir réellement en politique. Voilà, ça, c'est mon petit message du soir. Voilà, on reprend. Et après, il faut changer le système financier. C'est-à-dire que non seulement il faut un ministère qui dope absolument le développement des idées intéressantes et sans que ça coûte rien, c'est-à-dire que vous avez une idée de dessin pour une voiture, vous l'envoyez à ce ministère-là, il y a un expert, il voit le dessin, il dit mais alors, ça c'est bon. Rassure les métanotes parce qu'après tout ça, ils croient que tu es un espèce de franc-mac qui disent mais il est franc-maçon, ouais. Ils n'ont pas compris. Pas du tout, mais on peut peut-être faire une OPA sur la franc-maçonnerie plutôt que de la laisser à des gens douteux. Il existe une structure, peut-être qu'il faut mettre la main dessus avec des idées neuves et des bonnes idées. Pourquoi pas? Non, mais c'est vrai. Et donc, ton parti, il existe ou il est en création? Il est en création. Il est en création. Il est en création, mais c'est quoi l'objectif? C'est quoi le projet? En gros, hein, synthétiquement. Mais le projet, c'est tout ce que j'explique là. Non, mais tout ce que tu as expliqué là. On est dans l'utopie, mais ça ne me dérange pas parce que de toute façon, j'ai la prétention que ce parti-là, dans 100 ans, on en parlera encore. Ouais, mais à part passer par la case gouvernement mondial, je vois pas comment tu réussiras on verra, d'autres que moi, qui auront plus de talent que moi, travailleront sur ces idées-là. Il va falloir écrire un livre, il va falloir concevoir toute une idéologie. Aujourd'hui, on a besoin d'une idéologie nouvelle, on a besoin de se débarrasser du libéralisme aveugle, on a besoin de se débarrasser du capitalisme aveugle, on a besoin de se débarrasser du communisme aveugle, on a besoin de clairvoyance. Voilà. Okay. Avec 2 yeux. Un œil, ça suffit pas. D'accord. Il faut un équilibre. En tout cas, bah écoute, c'est très bien, comme ça on aura exposé nos idées. D'ailleurs, moi j'avais une idée aussi, tiens, j'en profite parce que je ne l'avais pas exposé l'autre fois. Concernant les indemnités, je créerai une association qui s'appellera le Club des 100 et dans laquelle j'inviterai tous les élus du département, mais aussi les élus régionaux, enfin les conseillers régionaux, les conseillers généraux, à donner une partie de leurs indemnités, au minimum de 100 € symboliquement, qui sera reversée, elle, aux associations de lutte contre la pauvreté, et voire même en créant des événements, et, voilà, de façon simple, en disant qu'une personne, un peu comme Coluche l'a fait, peut aussi lutter contre la pauvreté. Voilà. Et ben ce sont des initiatives qui vont dans le sens de mobiliser la démocratie, parce qu'il y a aussi ce problème d'un manque de participation au niveau de la démocratie avec des courbes qui se tassent. Et c'est pas bon signe. Ce n'est pas bon signe. Et par ailleurs, j'aimerais revenir sur le problème de la sécurité, mais au-delà du contexte actuel, j'aimerais voir plus loin. Il ne faut pas oublier une chose. C'est que s'il y a eu la paix dans certains États, c'est parce qu'il y avait l'équilibre de la terreur. J'en avais parlé un petit peu à la conférence. Bien sûr, on en avait parlé. Ouais. À la conférence d'Annecy. Bon. Et il y a un autre aspect après que j'aimerais aborder, c'est celui du complotisme. Ça, c'est très important. Il ne faut pas l'oublier. Eh ben, allons-y dans la foulée parce qu'il nous reste un bon quart d'heure, on va dire. Allez. Donc, sur la sécurité, je dis juste une chose. On a vu M. Trump valider ce que j'avais dit à Annecy. C'est-à-dire qu'il y a des armes nouvelles. Et ça a été validé en Afghanistan, je crois. Je crois que c'est là-bas qu'ils ont lâché ce qu'on appelle les bombes thermobariques. Il y en a une qui a été lâchée il y a 1 mois de ça. Oui, on sait, oui. Dans les articles de journaux, on a fait des articles à sensation en annonçant la plus puissante des bombes américaines en dehors des forces nucléaires. Donc ça rejoint ce que je disais. C'est que malheureusement, si on n'est pas capable de construire tous ensemble
un projet utopique qui n'existe pas. Eh bien, ça se terminera très mal parce que la paix qu'on a eue grâce, c'est triste de le dire ainsi, mais grâce à l'équilibre de la terreur et à l'équilibre nucléaire, ben cette paix-là, elle sera bientôt remise en cause parce que tous les scientifiques y travaillent. Autrement dit, il y a des gens qui aujourd'hui travaillent à rendre possible une guerre. Une guerre dont personne ne veut. Parce que la dernière guerre de ce genre, elle a fait entre 70 et 100 millions de morts. Et comme disait Albert Einstein, si la prochaine a lieu, eh bien, la suivante, on la fera avec des gourdins. C'est ce qu'il disait. Et moi, j'ai l'intime conviction qu'il avait raison. Bien sûr, c'est la J'ai l'intime conviction qu'il avait raison. Et c'est ce que je veux éviter. C'est ce que je veux éviter de plus profond de moi-même depuis que j'ai une conscience politique. Alors maintenant, je passe à autre chose. Alors, évidemment, une toute petite puce comme moi, vouloir éviter un si gros problème, c'est bien au-dessus de mes moyens. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je plante une graine, mais on verra ce que donnera ce parti avec les gens qui le reprendront en main par la suite. Mais après, sur le problème complotiste, je dis que ça, c'est un processus auquel il va falloir trouver un remède. Parce que ce processus, il sert à disqualifier des gens comme nous, en nous envoyant à des conférences avec des gens qui nous discréditent, parce qu'on nous associe en public avec des gens qui racontent n'importe quoi. C'est vrai. Hein, je l'ai observé à Annecy, et j'avais fait des réserves, et je ne regrette pas de les avoir faites. Et l'autre processus complotiste, c'est tout ce langage préfabriqué qu'on nous colle. Il ne faut pas se prendre la tête. Ça, c'est une expression qui a été lancée pour nous empêcher de réfléchir. Le vivre ensemble, ça, c'est une expression complètement grossière. Ah, je suis content de te l'entendre dire. Du vocabulaire qui est venu se substituer à un mot magnifique qu'on avait pour dire la même chose et pour dire mieux que ça. C'est la tolérance. On n'entend plus parler de la tolérance depuis qu'ils nous ont balancé cette expression pour moi, du vivre ensemble. Ouais, enfin, moi, c'est pas comme ça tellement je l'interprète, mais bon, c'est pas... Voilà, donc moi, pour moi, vivre ensemble, non, je suis content de te l'entendre dire. Je voulais dénoncer tout ça, parce que bien évidemment, je ne sais pas identifier d'où ça vient, mais je vois bien que ce sont des petits virus anthropologiques qui sont lancés pour contaminer les esprits et pour empêcher des gens comme nous qui essayent de dire certaines vérités, même si on est maladroit ou parfois un petit peu à côté de la vérité, on essaie de dire certaines choses. Et sans arrêt, il y a des expressions comme ça qui sont inventées pour nous discréditer, jusqu'à ce fameux mot complotisme, avec lequel on discrédite un tas de gens comme nous. C'est pas normal. C'est un taser idéologique qui est bien pratique. C'est un taser idéologique, voilà, pour t'empêcher d'aller plus loin dans la discussion. Non, mais ça, on est bien d'accord. Moi, je me bats contre ça. Ça paraît surréaliste. Il y en a qui vont dire, pas, mais je me bats, oui, contre ce que j'appelle, moi aussi... Parce que chez moi, il n'y a pas de complotisme. Qui est plutôt une espèce de déformation. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est une espèce de façon de penser où les gens, lorsqu'il y a une information, il faut immédiatement... la remettre en cause, la mettre en relation avec des choses et ne pas prendre l'information pour ce qu'elle est, ou prendre même du recul vis-à-vis de l'information, tout simplement. Je ne me crois pas victime d'un complot. Par contre, quand je vois les parquets qui classent sans suite, quand je vois que Monsieur Hollande, il est de Rouen, parce que j'ai bien enquêté sur mon affaire, Monsieur Hollande, il est de Rouen. Puis Monsieur Hollande, il est pris en photo bras dessous avec Madame Valérie Fournéron, maire socialiste de Rouen. Et Madame Valérie Fournéron, elle est sœur de Marc Abzir. Marc Abzir, ancien bâtonnier de Rouen. Et Marc Abzir, c'est le bâtonnier qui a été désigné quand on a fait la perquisition que je qualifie de criminelle à mon préjudice. C'est le bâtonnier qui a été désigné pour préserver mes droits. Merde! Excusez-moi d'être grossier. Je récapitule. Le gars qui est censé protéger mes droits, c'est le frère de Valérie Fournéron, qui est ancien ministre des Sports du gouvernement Hérault, nommé par Hollande et qui est copine comme cochon avec Hollande. Donc, est-ce que Hollande est en conflit d'intérêts avec moi? Réponse, oui. Alors là, attention. Ouais, il est plus président, donc ça va être... Non, à l'époque, il est en conflit d'intérêts avec moi, et je vais montrer pourquoi, parce que j'ai apporté la preuve de ce que je dis. Voilà. Ce sont des articles parus, voilà. C'est pas beau, ça? Alors, attendez. Article du 29
28 janvier 2016. 28 janvier 2016, Le Point. Qu'est-ce qu'on nous annonce? Hollande relance l'idée d'une loi punissant la négation du génocide arménien. Mince! C'est-à-dire que Hollande, en janvier, 3 semaines après que le Conseil constitutionnel il ait dit que la loi Guesso que je critiquais, elle pose pas de problème, ben Hollande il nous dit non, mais il y a un problème avec cette loi, va falloir la modifier, au moins sur l'aspect arménien. Ben c'est bizarre, dis donc. Donc ce monsieur a été particulièrement intéressé au procès qu'on est venu perturber. Ouais, mais bien sûr. Mince, remince. Parce qu'en plus, le bâtonnier Marc Abzir, qui n'est pas venu défendre mes intérêts, étant donné qu'il est en relation directe avec ce monsieur, eh bien le bâtonnier Marc Abzir, en plus, il est copain comme cochon avec Arnaud de Saint-Rémy, le bâtonnier qui m'accuse d'avoir fait des menaces de mort. C'est bizarre, dis donc, tous ces gens-là sont copains, ils jouent au football ensemble. Alors c'est le cabinet noir. C'est pas le cabinet noir, c'est que là, il y a des conflits d'intérêts manifestes. Il faut le dire à un moment donné, parce que c'est qui t'en... Alors après, François Hollande, ça c'est en janvier. Et qu'est-ce que j'apprends? Parce que Le Point, c'est une source. Mais après, qu'est-ce que j'apprends? J'apprends dans Le Figaro, cette fois-ci, c'est plus Le Point, le 22 décembre 2016, article du Figaro. Loi, égalité et citoyenneté. Et ça, c'est après ma demande de commission d'enquête parlementaire. Hein. Donc, je ne suis pas neuneux. Hein. Il y a bien un truc pas normal sur le procès constitutionnel. Cette atteinte à la liberté d'expression passée inaperçue. Oh, dis donc, c'est passé inaperçu. Et qui est-ce qui nous dit ça? Eh bien, ancien conseiller d'État, Didier Mauss est président émérite de l'Association internationale du droit constitutionnel. On est au top, là. Hein. Et qu'est-ce qu'il dit, le gars? Il dit que François Hollande avait commandé un rapport à Jean-Pierre Costa, l'ancien président de la Cour européenne des droits de l'homme, pour demander à M. Costa de faire un rapport pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire sur la loi Guesso. Mince! Fin 2016, j'apprends ça. Ça veut dire qu'on est venu perturber mon procès dans des conditions qui auraient pu très mal tourner pour moi, un petit peu comme l'agriculteur. C'est pour ça que je suis particulièrement sensible à ces sujets-là, parce que on aurait bien voulu dire « Maître Paris, il était dans le chemin, il a voulu nous écraser, puis on l'a buté, hein ». Ouais, et qui a voulu ça? Je commence à me poser de sérieuses questions. Parce que quand je vois ça, quand je vois ça, c'est pas de la paranoïa, c'est que ce monsieur Didier Mauss, qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est bizarre, le rapport n'a pas été publié, dis donc. Le rapport du président de la Cour européenne sur le problème auquel je travaillais, il a été demandé, mais il n'a pas été publié. Mince, il y a beaucoup de secrets, dis donc. Il y a beaucoup de secrets, et dans des circonstances très bizarres. Voilà. Mais tu vois, c'est ce qu'on dit, c'est l'état profond. Voilà, c'est l'état profond, et l'état profond... alors, et après, quand tu lis le dossier, quand tu lis le dossier pénal sur cette affaire, l'avocate, là, Marie Santiard, qu'est-ce qu'elle raconte? Que Maître Paris, il frappe pour tuer. Voilà, donc on a voulu construire un dossier pour dire que moi... non mais Jean-Claude Van Damme à côté de moi c'est un amateur, hein, parce que moi il paraît que je frappe pour tuer. Hein. J'ai jamais fait de sport de combat, j'ai même pas frappé personne dans ma vie, on peut pas trouver rien, aucune violence. Et l'autre elle va raconter que je frappe pour tuer, que je suis en relation avec des groupuscules d'extrême droite, que ceci, que cela. Mais il faut qu'elle se fasse soigner madame, parce que s'il y a quelqu'un de malade dans le dossier c'est elle. Hein. Ok? On est d'accord? Alors maintenant on en revient à notre sujet, c'est-à-dire qu'effectivement il y a de la corruption. Et c'est ce que je dis. Fais voir le panneau qui est... Il y a un panneau qui en parle là. Celui-là. C'est celui-là, voilà. Pour lutter contre la corruption généralisée. Pour lutter contre la corruption généralisée, ça j'en démordrai pas, il faut effectivement une justice forte, une justice qui a des moyens et une justice autonome. Et ça, c'est le sujet central. Et c'est un sujet qui peut aussi trouver du renfort au niveau européen. Parce qu'on ne pourra pas lutter contre certaines dérives sans construire cette lutte au niveau international. Moi, je pense que justement, c'est tout l'inverse qu'on pourra lutter au côté français, mais certainement pas et il faut rétablir des frontières. Et on a, justement, alors surtout pas dans l'Europe, ils n'en veulent pas. Mais ils n'en veulent pas, c'est contradictoire. Pourquoi? Comment tu vas faire l'Europe avec des frontières? C'est très simple. C'est très simple. Une métaphore suffit à faire comprendre les choses. Tu fais la dernière, tu fais un lotissement. Ouais. Ce lotissement, c'est le lotissement européen. Toi, tu es lotisseur, tu me dis, ils n'ont pas fait de clôture dans le lotissement. C'est un lotissement à l'américaine, ça tombe bien.
on voit les feuilletons américains, il y a des beaux pavillons, il n'y a pas de clôture, c'est en espace libre. Mais moi, je dis juste une chose, je vais faire des magnifiques maisons, encore plus belles que les Américains. Simplement quoi? Je vais mettre des clôtures entre chaque maison et autour, je vais mettre des clôtures doubles avec un pont-levis et des barbelés. Ah mais alors là, voilà. Regarde, les européistes, dans leur dogme... Bah non, c'est pas la même Europe. Ils n'en veulent pas. C'est pour ça que je te dis que moi... Tu veux que je te dis, j'avais expliqué dans la dernière émission, la représentante dans ma circonscription de lutte ouvrière, quand on lui dit qu'on défend la France, elle a dit « Quelle horreur! Vous voulez rétablir les frontières !» C'est-à-dire, c'est ça le logiciel de l'extrême gauche aujourd'hui, et d'une grande partie de beaucoup de gens. Moi, j'aime pas trop la famille Le Pen, mais des fois, ils prennent l'image des fenêtres et des portes en disant il n'y a plus de fenêtres et de portes sur la maison. Cette personne-là, je serais curieux de voir sa maison. Je pense pas qu'elle vive dans une tente. Elle doit effectivement avoir des fenêtres et des portes. Et moi, j'ai même pas de volet sur ma maison. Ouais. Elle, si ça se trouve, elle en a. Donc je suis moins paranoïaque qu'elle finalement. Je terminerai justement, puisqu'on est dans les allégories et les comparaisons avec les immeubles, il y a celle justement d'Asselineau sur l'Union Européenne et sur la France, et je trouve qui tombe à merveille, c'est quand il tout explique. Vous savez, l'Union Européenne, c'est un peu comme, vous savez, cet immeuble à 28 où vous ne maîtrisez plus rien parce qu'il y a un syndic et puis vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, et que la France... hors de l'Union Européenne, c'est comme dans une maison individuelle. Si vous voulez changer le toit, vous voulez repeindre, vous faites ce que vous voulez, vous n'avez pas de permission à demander à qui que ce soit. Quand vous êtes dans un immeuble à 28, croyez-moi, ça fuit chez vous, vous dites on va faire le plafond, non, et puis l'autre il dit moi je préfère qu'on fasse l'ascenseur, mais celui qui est au premier il veut pas parce que lui il s'en fout, il le prend jamais, etc. C'est comme ça. L'Union Européenne, c'est la gestion d'un immeuble. La France hors de l'Union Européenne, c'est une maison individuelle. Voilà. Non. On peut avoir un syndic des copropriétaires sans avoir un proxénète. Ça, c'est possible aussi. Il va falloir quand même cracher au bassinet à la fin. En tout cas, merci, Maître Paris. On va finir sur des désaccords. Et c'est très bien comme ça, ça s'appelle le pluralisme et la démocratie. Et les électeurs vont choisir. Exactement. Voilà. Non, mais surtout qu'on n'est pas dans la même circonscription, c'est pratique. C'est un coup d'essai et puis j'espère on va rappeler, tu es dans la première circonscription de l'heure, dans le 27. Oui, voilà, donc pour ceux qui sont là-bas, qui nous regardent peut-être, il y en a peut-être. Ça va servir de laboratoire pour des projets plus ambitieux. Je pense qu'il y aura, je fais le pari qu'avant 24 mois, il y aura de nouvelles élections législatives. J'en fais le pari. Voilà. Ce sera terrible, on se représentera encore une deuxième fois. Voilà, moi je vous rappelle que je suis candidat dans la première circonscription de Seine-Saint-Denis, Épinay, l'Île-Saint-Denis, Saint-Ouen, Saint-Denis, et que si vous voulez m'aider pour faire un don pour la campagne, c'est possible en allant sur le site patrickdon.fr, vous avez tout ce qui est indiqué, et si vous ne pouvez pas, parce que c'est trop compliqué ou trop rébarbatif, en lot de consolation, soutenez MetaTV, faites un petit don pour MetaTV, ça reviendra au même. Un grand merci aussi à ceux qui participent en ce moment à la campagne, de toute façon j'en parlerai, ils se reconnaîtront, ce sont les métanotes les plus engagés sur le terrain, et voilà, grand au revoir évidemment à la régie, grand au revoir aux modérateurs qui sont arrivés, grand au revoir à tous les métanotes et métanoteux, parce que tu sais, la langue française a changé maintenant, il faut mettre les parenthèses entre S, métanote, métanoteux. Je voudrais dire un mot. Tu veux dire un petit mot? Vas-y, je voudrais dire ici que je n'appelle pas les gens à voter pour moi, parce que je déteste cette mendicité, enfin je la déteste pour moi, je critique pas. En revanche, j'invite tous ceux qui ont envie de construire un projet utopique et de le concrétiser comme quelque chose qui ne sera plus une utopie, j'invite tous ces gens-là qui sont idéalistes et qui ont encore la force et la capacité de rêver, je les invite à me contacter par Internet pour renforcer le mouvement que j'essaie de faire naître ici sous la forme de Renaissance humaniste nationale. Et j'en terminerai par des salutations. Je salue tous les citoyens qui vont voter, et puis tous ceux qui décideront de ne pas voter, ça se respecte. Et puis je voudrais leur dire une dernière chose encore. Non mais tu me coupes, mais c'est important. Ce que je veux dire, je veux terminer par quelque chose d'important quand on fait de la politique. Je ne vais pas chanter la Marseillaise, mais je voudrais dire, vive la nation, vive la France, et puis vive la 5e République, ou la République, tout court. On verra bien. Moi je dirais juste, vive la France, et forcément, si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Tu vois, je finis en rime. Au revoir. Ciao tout le monde.